Bonjour. Je suis navré de ne pouvoir être parmi vous. Vous savez que les réunions de la Société marocaine de pédiatrie me tiennent beaucoup à cœur. Et bon, des circonstances familièrement ne me permettent pas d'être sur place, mais c'est comme si j'étais avec vous sur place. Je voudrais donc remercier le comité d'organisation de la Société marocaine de pédiatrie de ce congrès de m'avoir donné cette occasion de m'adresser à vous et de traiter d'un thème si courant, je dirais en quelque sorte si banal, mais qui peut parfois cacher derrière lui des pathologies parfois graves ou de pronostics réservés. Alors, je pense que vous avez l'écran. Je partage l'écran. Est-ce que vous avez l'écran, s'il vous plaît? L'écran est partagé? Allô? Oui. Allô? Oui? Vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Vous m'entendez? Tout est Alors, bien, vas-y. On te voit bien, on voit l'écran. d'accord. Alors, mais j'ai un petit problème pour faire passer les dias. Je vais demander à la régie s'ils peuvent, voilà, C'est s'ils bon. peuvent passer les diapositives, ça m'aiderait parce qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. Alors, quelques mots de physiopathologie concernant les céphalées, juste pour rappeler deux petites notions hein, et rappeler cette théorie neurovasculaire, mais qui n'explique pas tout, hein. Il y a beaucoup de points qui restent encore obscurs en matière de céphalées. Vous savez que les céphalées sont dues à l'activation des récepteurs sensibles à la douleur, autour du cerveau, du crâne, de la face, des sinus ou des dents. Et ça vous donne déjà une idée des causes possibles des céphalées. Alors, il y a deux phénomènes donc, dans cette théorie. Un phénomène neuronal qui est l'hyperexcitabilité des neurones, anomalie avec variation du début sanguin. Il y a des neurones qui sont hyperactifs, inactivables. Et puis, une activité anormale des vaisseaux du cerveau et des méninges avec une vasoconstriction, mais suivie d'une dilatation par libération des neuropeptides vasoactifs comme la sérotonine, le peptide lié au gène de la calcitonine. Et avec cette inflammation des vaisseaux, il y a aussi une extravasation plasmatique avec relargage de substances halogènes. Alors, bien entendu, l'activation et la sensibilité est début central, puis elle va diffuser progressivement de proche en proche. Alors, sur la suivante, s'il vous plaît. Alors, l'incidence, comme je vous l'ai dit, c'est un symptôme banal. Vous voyez, à l'échelle mondiale, on rapporte que 50 à 60% des enfants ont fait ou feront une ou des crises de céphalée, d'excès de céphalée. Et dans une revue systématique qui a été faite en 2013 dans 40 pays, on a constaté que 50% des enfants présentaient au moins une crise de céphalée avec des extrêmes qui vont de 43% à 65%. Alors, une étude faite en France en 2014 qui a recherché des crises dans les 6 derniers mois, on constate que 17% des enfants ont fait plus d'une crise par semaine et bien entendu avec une prédominance féminine, 22% et 13% de garçons. Alors, bien entendu, la céphalée est fonction de l'âge, fonction du sexe. Bien entendu, plus l'âge avance, plus la fréquence sera grande, mais il ne faut pas faut pas oublier que même très tôt, à 3 ans, même avant 3 ans, l'enfant peut exprimer une céphalée, mais il faut savoir interpréter ses attitudes. Par exemple, un enfant qui pleure sans raison, un enfant qui est pâle, un enfant qui est inactif, qui va parfois même se taper la tête, etc. Il faut comprendre que ce sont des symptômes qui peuvent correspondre à cet âge-là à une céphalée. Et bien entendu, en fonction du sexe, la fréquence est beaucoup plus importante chez les filles que chez les garçons. Alors, je voudrais un petit peu dans la suite refaire avec vous une mise au point avec une revue de la littérature et j'ai retenu quatre références particulières. La première, c'est l'International Headache Society. Le deuxième, c'est pardon, euh, le guideline du service des médecines de premier secours des hôpitaux universitaires de Genève. Puis, troisièmement, je vais vous parler de la note de cadrage de la Haute Autorité de Santé concernant la pertinence de l'imagerie.
et enfin terminer par un ou deux euh, euh, arbres décisionnels pour vous guider un petit peu dans la prise en charge de ces céphalées. Alors, la suivante. Alors, au niveau de l'International Headache Society, je vous rappelle ce document qui est très important, la classification internationale des céphalées. Euh, il est un document, si vous voulez, de base qui rapporte tous les critères de diagnostic de toutes les formes, de tous les types et de tous les aspects des céphalées. C'est un manuel de référence qui a été bien entendu homologué par l'Organisation mondiale de la santé et il existe une forme abrégée sous forme de un petit livre de poche que vous pouvez télécharger. Vous avez ici les correspondances en tapant International Classification of Headache et vous le retrouvez, vous pouvez le décharger, le télécharger et avoir bien entendu toutes les données. Alors la suivante. Alors ce document, ce guideline est véritablement une bible hein, des céphalées. Je pense que chaque médecin, chaque pédiatre devrait un petit peu l'avoir parcouru ou vu pour essayer de se repérer pour le management d'une crise de céphalie. Alors il y a plusieurs cadres qu'ils appellent des box. J'en ai choisi quelques-uns que je vais revoir avec vous rapidement. Alors, par exemple, celui-ci insiste sur l'importance de l'historique et de l'interrogatoire devant toute crise de céphalée. Il faut bien entendu demander quand les céphalées ont commencé, comment les céphalées ont commencé, est-ce qu'elles étaient associées à une situation de stress, de traumatisme, quelle est la fréquence et la durée de ces céphalées, quel est le type de céphalée, le moment dans la journée, est-ce que la douleur est irradiante et si elle est irradiante, dans quelle situation? Par exemple, quand elle est beaucoup plus dans la région occipitale, ce sont beaucoup plus des céphalées secondaires. On y reviendra sur le type secondaire et primaire. Est-ce qu'elle était associée à d'autres symptômes? Est-ce qu'il y avait un aura, un prodrome? Quels sont les éléments constitutionnels? Est-ce qu'il y a eu une perte de poids? Est-ce qu'il y a eu des modifications dans la vision ou des troubles neurologiques particuliers, une fatigue, une photophobie, une phonophobie? Les facteurs qui aggravent ou baissent l'intensité de la céphalée, et puis toutes les autres histoires de problèmes de médication, l'histoire familiale de migraine, etc. Donc voilà tout un historique qui est très très important. L'interrogatoire est véritablement quelque chose de fondamental pour pouvoir bien analyser une céphalée et reconnaître un petit peu sa cause. La suivante. Alors, sur ce deuxième plaque, c'est bien entendu l'examen neurologique et l'examen physique de l'enfant. Il faut rechercher des signes d'orientation. Par exemple, il faut avoir les paramètres de croissance, hein, le poids, taille, etc. Il faut voir s'il n'y a pas une maladie chronique qui peut parfois affecter la croissance de l'enfant. Les troubles de la tige pituitaire qui peut aussi retentir sur la croissance. Le périmètre crânien, c'est très très important, la surveillance et l'évolution du périmètre crânien. Il faut voir s'il y a eu, par exemple, des augmentations de la tension, une hypertension intracrânienne avant la fermeture des sutures, ce qui peut augmenter le volume du crâne. Rechercher sur la peau s'il y a des signes de traumatisme ou des anomalies neurocutanées. Bien entendu, la tension artérielle fait partie de l'examen systématique, disons, de l'enfant. L'examen neurologique très fin, rechercher des signes d'hypertension intracrânienne, rechercher des anomalies de l'examen neurologique. Le fond d'œil est important, rechercher s'il y a un œdème papillaire, s'il y a des mouvements extraoculaires, s'il y a une asymétrie des réflexes, une asymétrie dans la force ou dans l'équilibre de moteur, les troubles de la coordination. Bien entendu, il ne faut pas oublier que
l'auscultation crânienne est importante. Moi, à un moment donné, je rigolais. J'étais dans mes stages d'externat, je voyais un médecin mettre le stéthoscope sur le crâne. Je me disais, mais qu'est-ce que ça signifie? Or, c'est très, très important d'ausculter le crâne dans ces situations-là parce qu'il peut vous mettre sur la voie d'une anomalie artério-veineuse, hein, en entendant un souffle particulier. Et puis, bien entendu, le fond d'œil, comme je l'ai dit. La suivante. Alors, ici, on évalue un petit peu les situations de première crise de céphalée. Et il faut exclure certaines pathologies avant d'aller plus loin et de retrouver une étiologie commune. Il faut par exemple voir s'il y a déjà des éléments qui font augmenter la pression intracrânienne, comme un traumatisme, comme une hémorragie, une tumeur, une hydrocéphalie, ou au contraire, des situations qui font baisser la pression intracrânienne, comme des dérivations ventriculo-péritonéales après une ponction lombaire, ou une rareté ou une diminution du liquide céphalo-rachidien. Bien entendu, les inflammations des méninges, les méningites, les leucémies, les lymphomes qui peuvent se localiser à ce niveau-là. Les troubles vasculaires, les vascularites, les maladies, les anomalies artério-veineuses, on a parlé de l'hypertension artérielle. Et puis aussi, s'il n'y a pas des éléments, des lésions des tissus mous, du squelette, qui peuvent un petit peu, au niveau de la région du scalp, des yeux, etc., qui peuvent vous orienter. Et puis des infections systémiques, comme une encéphalite ou une systémie. Et de plus en plus maintenant, on insiste sur l'effet de certaines médications comme les sédatifs, les antipyrétiques, etc., qui peuvent des fois entraîner une accoutumance, et cette accoutumance peut être à l'origine, paradoxalement, de crise de céphalée. La suivante. Alors, ça, c'est un élément très, très important. Je crois que dans tous les algorithmes, vous trouverez ce qu'on appelle des red flags, des drapeaux rouges, des signes d'alerte. Quels sont les signes d'alerte qui doivent vous dire que la situation n'est pas simple et la situation est grave? Par exemple, des céphalées qui sont progressivement douloureuses, qui vont aller en s'accentuant. Là, c'est un signe qu'il faut prendre en considération, qui va nécessiter une exploration particulière. Les céphalées en coup de tonnerre qui brusquement s'installent, et il va y avoir moins de 5 minutes entre le début de la céphalée et son intensité maximale. Les altérations de l'état de conscience. Non, non, s'il vous plaît, vous restez sur la même diapo. Les altérations d'état de conscience, les anomalies neurologiques, des symptômes neurologiques, l'œdème papillaire, la rigidité de la nuque, les convulsions. Ça, ce sont des signes d'alerte, donc ce qu'on appelle des red flags, qui doivent vous obliger à aller vers une exploration rapide et à diriger, par exemple, l'enfant vers des services d'urgence pour le prendre rapidement. Des symptômes visuels, par exemple, des hallucinations, une diplopie, une baisse rapide de l'acuité visuelle ou des déficits du champ visuel. Là, ce sont là aussi des signes d'alerte. Une fièvre associée, et surtout si cette fièvre est associée avec un autre signe d'alarme. Les céphalées qui deviennent beaucoup plus violentes en position couchée ou qui s'accentuent avec les efforts de toux. L'association avec des vomissements persistants, les situations de déficit immunitaire ou de troubles de la coagulation, et puis des signes endocriniens comme une petite taille, une obésité, une polyurie, etc. Voilà ces red flags, comme ils les appellent dans ce manuel, qui sont des signes d'alerte qui doivent vous mettre en alerte et prendre en considération ces situations-là. La suivante, s'il vous plaît. Alors, quand on a fait une ponction lombaire,
il faut faire attention aux analyses. Bien entendu, les tests standards, hein, le décompte des cellules, la culture du liquide céphalorchidien, le dosage des protéines, glucose, ceci, c'est habituel. Bien entendu, si on peut faire des recherches virales. Mais le plus important, c'est des fois une nécessité de faire une manométrie pour mesurer la pression du liquide céphalorchidien. Et on dit que quand la pression du liquide céphalorchidien est inférieure à 28 cm d'eau, elle peut considérer comme normale. Mais il faut bien interpréter ces résultats avec les autres signes cliniques et les signes d'examen. Enfin, il faut aussi, dans les situations où la ponction lombaire a été traumatique, il faut savoir faire le rapport entre les globules blancs et les globules rouges. Et vous savez que le rapport normal est de 1 pour 700. S'il est différent, il faut craindre une méningite ou autre. Et puis alors, quand il y a un liquide xanthochromique, il faut se méfier d'une hémorragie sous-arachnoïdienne. La suivante. Alors, voici la classification qui est donnée dans ce manuel. Donc, il y a deux grands groupes, les céphalées primaires qui comprennent les migraines, les céphalées de tension et les clusters ou céphalées en grappe. Et puis les secondaires, et là vous avez tout un listing, les infections des voies aériennes supérieures, en particulier sinusite, et il est de bonnes règles de confier ou d'adresser le patient pour un avis ORL. Les troubles ophtalmologiques comme un strabisme, par exemple, là aussi, il est de bonnes règles dans des céphalées d'avoir un avis ophtalmologique. Les infections virales fébriles, bon, cela vous les connaissez assez facilement. Alors, les tumeurs cérébrales, c'est la grosse crainte. Et c'est ce qui fait un petit peu la sévérité des céphalées, surtout chez les tout petits. Mais comme vous le voyez, elles ne sont pas très fréquentes, c'est 0,8 à 1,9% des cas, et elles sont souvent accompagnées de signes d'hypertension intracrânienne. Alors, les céphalées post-traumatisme crânien, vous savez que 30 à 70% des traumatisés crâniens vont avoir un syndrome subjectif des traumatisés crâniens, avec céphalées en particulier. Alors, les infections intracrâniennes, méningite, encéphalite, les hémorragies cérébro-méningées, rupture d'anévrisme ou céphalée aiguë secondaire, et puis les suites d'une ponction lombaire, ou ce qu'on appelle aussi les hypertensions intracrâniennes bénignes, enfin les kystes arachnoïdes. Voilà ça, la classification de l'International Headache Society. La suivante. Alors, là, quelques éléments pour distinguer une céphalée chronique d'une céphalée récurrente, par exemple les migraines, les céphalées de tension et parfois aussi dû à des médications comme les analgésiques ou la caféine. Bon, on peut passer rapidement. La suivante. Alors, voilà les caractères particuliers des céphalées primaires. Alors, vous avez les migraines, les céphalées de tension, les céphalées en grappe, et puis qu'est-ce qu'on appelle comme céphalée chronique. Alors, vous avez les différenciations en type, durée, localisation, signes associés. Par exemple, vous voyez, pour les migraines, c'est un type pulsatile, ça dure 1 heure, elle est bifrontale, bipariétale, et elle est associée avec des nausées, vomissements, surtout photophobie, phonophobie, des fois des hémiplégies, vertiges, ataxies. Alors, les céphalées de tension sont des céphalées de type oppressive, et elles n'ont pas de lien ou de rapport avec les activités physiques, à l'inverse des migraines qui vont faire que l'enfant arrête ses activités. Alors, elles durent un peu moins longtemps, 30 minutes, elles sont bilatérales occipitales et elles s'accompagnent aussi de photophobie, conophobie. Alors, les céphalées en grappe, qui surviennent surtout entre 10 et 20 ans, ce sont des céphalées assez sévères, une durée plus longue, 3 heures. Elles sont unilatérales, frontales ou périorbitaires, et elles s'accompagnent de signes oculaires, larmoiement, de rhinorrhée et d'injection conjonctivale. Et puis là, pour vous caractériser ce qu'on appelle, quels sont les critères pour parler de céphalée chronique, surtout entre 12 et 14 ans, où la fréquence est de 0,9 à 1,5%. Ce sont des céphalées quasi quotidiennes et on parle de chronicité quand elles surviennent 15 jours par mois pendant 3 mois consécutifs. Voilà. La suivante. Alors, je vais vous redonner encore quelques éléments sur les migraines, parce que ça aussi, c'est le problème. Hein. Les céphalées, c'est les migraines, c'est les tumeurs cérébrales. Hein. C'est les deux volets les plus importants qui viennent à l'esprit tout de suite.
Alors, comme je vous l'ai dit, elles sont plus fréquentes chez les filles que chez les garçons, 10,5 et 7,6%. Alors l'âge, ici, une statistique française, entre 5 et 6 ans, c'est 4,8%, et entre 11 et 12 ans, 8,2%. Alors leur caractère, comme je l'ai dit tout à l'heure, pulsatile, avec nausées, vomissements, douleurs abdominales, phonophobie, photophobie, pâleur, cerne oculaire, vertige, et puis les auras qui vont précéder la crise de migraine. Alors ces auras sont soit de type visuel, soit des paresthésies, des engourdissements, une dysphasie qui vont annoncer la crise. Et la migraine, comme caractéristique, est améliorée par le sommeil et le noir. La suivante. Alors, les critères pour diagnostiquer, ça c'est les critères du guide de la Société internationale des céphalées. Alors, vous voyez ici, il donne comme durée 2 à 72 heures. Et elles sont unilatérales ou bilatérales, elles sont de type pulsatile, modéré ou parfois sévère, et aggravées par les activités physiques routinières. Donc, il peut y avoir aussi là aussi vomissements, et nausées, photophobie. Suivante. Là, alors, là aussi, c'est la même chose, mais surtout pour insister à la fin sur le dernier paragraphe, les acute symptomatic avoid overuse. Quelles sont les médications qu'on peut proposer? Alors, c'est bien entendu une chambre calme, noire, et les faire dormir. On peut utiliser en première intention l'acétaminophène ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme le naproxène, l'ibuprofène, la caféine des fois, et puis un apport intéressant qui sont les triptans. Je reviendrai là-dessus par la suite. Suivante. La suivante. Alors, il y a des équivalents de migraine qu'il faut connaître. Il y a la migraine abdominale. Alors, ce sont des épisodes répétés de douleurs abdominales plus ou moins intenses, avec nausées, vomissements, troubles vasomoteurs, pâleur, 2 à 72 heures. Et souvent, ils ne s'accompagnent pas de céphalées, mais elles sont un petit peu équivalentes et le traitement peut être identique. Et puis, il y a aussi ce syndrome qu'on avait avant, le syndrome des vomissements cycliques ou vomissements acétonémiques. C'est des accès de vomissement qui vont survenir pendant 2 jours, 3 jours, et qui vont céder avec un traitement, qui vont nécessiter peut-être des fois une réhydratation, un traitement particulier. C'est des équivalents de la migraine. La suivante. Alors, les migraines abdominales, pour vous donner un peu plus de détails là-dessus, c'est quand même pas mal fréquent, 4% des enfants, plus les filles que les garçons. Et elles surviennent entre 3 et 10 ans, avec des pics à 5-10 ans, douleur abdominale paroxystique. Et on constate qu'ils surviennent au moins 2 fois par 6 mois. Et il y a au moins 2 signes d'accompagnement, l'anorexie, vomissement, un petit problème là, anorexie, vomissement, pas d'orcéphalie. Et dans 70% des cas, on retrouve une notion de migraine familiale. Alors, vous avez ici les possibilités de traitement de la migraine abdominale, et il faut éviter les mouvements de rotation. Il faut éviter certaines habitudes alimentaires, le repos et la bonne hygiène. Et puis, bien entendu, le traitement curatif, c'est le paracétamol, l'ibuprofène, et bien entendu, là aussi, on peut utiliser les triptans. Alors, ces migraines abdominales, dans 70% des cas, elles vont donner lieu à des migraines à l'âge adulte. La suivante. Alors, ça, c'est donc l'utilisation des triptans, donc des dérivés de l'ergotseg, les agonistes des récepteurs, de la sérotonine. Alors, ils peuvent être utilisés chez l'enfant, mais uniquement sous forme locale, par voie intranasale. Et leur utilisation n'est pas très simple, et puis ils peuvent aussi conduire à des petits effets secondaires. La suivante. Voilà un petit peu. La suivante, s'il vous plaît. Voilà le sumatriptan, qui est le seul triptan qui a une AMM pédiatrique en France. Et comme je l'ai dit, il se prescrit par voie nasale, mais avec des effets secondaires qui ne sont pas négligeables. La suivante. Suivante, s'il vous plaît. Suivante. Alors, je voudrais vous donner ici quelques caractéristiques des céphalées et des tumeurs cérébrales. Comme je l'ai dit, il y a 2 points, hein, la migraine et les tumeurs cérébrales. Alors, les céphalées qui doivent orienter ou doivent faire craindre la possibilité d'une tumeur cérébrale, ce sont des céphalées qui sont de plus en plus fréquentes. Elles vont s'accentuer dans le temps et devenir de plus en plus sévères. Ce sont des céphalées matinales,
des céphalées récurrentes, céphalées qui vont réveiller l'enfant et peuvent survenir au milieu de la nuit. Et ce sont surtout les céphalées chez l'enfant de 3 ans, moins de 3 ans, qui doivent faire craindre cette hypothèse, et ils s'accompagnent souvent de vomissements explosifs persistants et précédés de céphalées récurrentes. Donc là, c'est des signes d'alarme, d'alerte, et qui doivent pousser à faire des investigations neuroradiologiques. La suivante, s'il vous plaît. Alors, je passe maintenant à un autre point. Je voudrais vous parler de cette note de cadrage de la Haute Autorité de Santé en France, qui pose le problème de la pertinence de l'imagerie. Alors, pourquoi cette note de cadrage? Parce que il a été constaté, et je crois que c'est euh, notre camarade qui est à côté, euh, bon, peut confirmer. Euh, la, la Cour des comptes a constaté en France qu'il y avait une accentuation, une augmentation vertigineuse des demandes d'exploration en imagerie, et que ça coûte beaucoup à l'État, et que ça met aussi en jeu la possibilité d'avoir des rendez-vous rapides d'IRM, par exemple, pour explorer des situations qui sont graves. Donc, devant cette situation où il y a en quelque sorte un abus de prescription d'exploration neuroradiologique, il a été convenu avec la Société de neuroimagerie en France et les neuroradiopédiatres de faire une étude pour voir quels sont les critères, quelle est la pertinence de demander une imagerie devant une céphalée chez l'enfant. Alors, pour corroborer ces données, la suivante, voilà, je vais vous donner deux études, enfin, les enjeux donc, de cette note de cadrage. Ne pas méconnaître une tumeur cérébrale ou une autre anomalie à l'origine de la céphalée qui nécessite une prise en charge spécifique urgente. Donc, ça, le problème, l'urgence. Et réduire les imageries inutiles lorsque le risque de traumatisme crânien ou d'anomalie est faible. Éviter les investigations inutiles liées à la découverte d'incidents à l'homme. Alors, les incidents à l'homme sont des découvertes fortuites, tout à fait par hasard, quand on fait des explorations, qui ne sont pas gênantes, qui ne s'expriment pas, mais qui vont être source d'anxiété chez les parents et les enfants, parce qu'on leur dit, ah, il y a quelque chose, il y a une petite anomalie, etc., mais qui ne fait pas parler d'elle. Et ces incidents à l'homme ne sont pas rares, hein, 7,8% à 12% des cas. Ensuite, il faut prévenir le développement des tumeurs radio-induites si on irradie les enfants pour rien, surtout par des TDM qui vont les exposer aux rayons. Ce n'est pas une bonne chose. Et puis enfin, améliorer l'accès aux plateaux d'imagerie, en particulier l'IRM, en diminuant les IRM inutiles. Donc, permettre aux cas qui nécessitent véritablement une exploration d'avoir rapidement un rendez-vous. Et à ce propos-là, je voudrais vous raconter une anecdote qui est réelle. Je me rappelle, il y a quelques années, un nouveau ministre de la Santé a été nommé, et il est bien entendu venu visiter l'hôpital le plus important de la capitale, c'est-à-dire le CHU Ibn Sina. Il rentre dans un service, il rentre dans une salle et il voit, il y a un patient qui était là. Et à côté du patient, il y avait un dossier énorme. Et ce dossier comportait, je ne sais pas, des kilos de radio. Et bon, ce malade était là depuis un mois ou plus. Et chaque matin, il y a un interne qui passait, il demandait une radio. Puis le lendemain, un assistant passait, il demandait une radio. Et ce patient avait des radios et des radios qui n'ont jamais été utilisées. Ce ministre a dit, écoutez, vous êtes très compétent, vous avez des compétences médicales, mais en tant que gestionnaire, je me pose la question. Donc là, véritablement, c'est un point très important, non seulement pour les céphalées, mais pour toutes les situations où il faut savoir juger de la pertinence des examens paracliniques qu'on demande. Il faut véritablement juger de l'utilité de ces examens-là. Alors, le suivant, voilà, pour illustrer cet abus un petit peu de demande, voilà deux études. Celle-là, par exemple, qui a été faite sur 3260 enfants. 14% 14% avaient une anomalie au scan ou sur l'IRM. 2,5%
de ces enfants qui avaient donc des anomalies ont ont nécessité une modification de la prise en charge, et c'était en rapport soit avec une tumeur cérébrale, soit avec une malformation vasculaire, une kyste thyroïdienne. Et sur 78 cas, l'examen neurologique était tout à fait normal. Donc vous voyez un petit peu de 3260, 82% seulement méritaient cette investigation. Alors la suivante, qui est encore la suivante, qui est beaucoup plus parlante. Voilà une étude qui a suivi 72% des cas d'enfants qui avaient des céphalées non aigus. Et sur ces 72 cas, 75% ont, ont eu des examens d'investigation neuroradiologique prescrites par des généralistes, et ce fait est en augmentation durant les dernières années de l'étude. Alors 51% ont subi une TDM, 38% une IRM, 11% les deux. Alors sur 185 patients avec exploration neuroradiologique, 78% avaient un examen normal, 40, c'est-à-dire 21%, l'examen n'était pas concluant, et aucun examen était. Donc vous voyez un petit peu, voir quelle est la pertinence donc d'éviter de faire des analyses qui sont inutiles, qui coûtent à l'État et qui exposent aussi les patients à des risques comme les irradiations inutiles. La suivante. C'est tard, on va devoir interrompre parce que nous sommes très en retard. Je termine. Hein. Je termine en 2 minutes. Vas-y. Voilà, ici, je vous expose ici un algorithme que j'ai emprunté à M. Cuvelier, qui, lui, partage les céphalées en céphalées aiguës récurrentes et céphalées chroniques. Céphalée aiguë, fébrile, bien entendu, infection du système nerveux, infection des voies aériennes supérieures. Non fébrile, c'est les hémorragies, c'est l'hypertension. Les aiguës récurrentes, ce sont les migraines, les céphalées de tension et les algies. Alors, les chroniques, soit localisées, soit généralisées. Alors, les localisées, c'est les sinusites, c'est les pathologies oculaires, dysfonction, etc., mandibulaire. Et puis, dans les généralisées, céphalées chroniques quotidiennes. Voilà. Le suivant, s'il vous plaît, et j'ai presque terminé. Voilà, ça c'est l'algorithme du service d'accueil de CHU de Genève, où lui met les drapeaux rouges sur les algorithmes pour dire, attention, dans ces situations-là, il faut référer rapidement, il faut envoyer en urgence ou faire là. Et pour terminer, la dernière, s'il vous plaît, voilà les points à retenir. En médecine de premier recours, les céphalées isolées sont le plus souvent primaires, céphalées de tension 5 à 7 fois plus fréquentes que les migraines. Le médecin doit être sensibilisé à l'existence des céphalées secondaires et rechercher activement les facteurs de risque à l'anamnèse, ce qu'on a appelé les red flags. Une céphalée primaire peut être très invalidante et nécessite un traitement adapté. Alors, parmi les céphalées secondaires, les étiologies les plus fréquentes sont les céphalées liées aux infections systémiques, viroses, aux rhinosinusites, de plus en plus maintenant aux abus et des antalgiques. La réponse au traitement antalgique ne permet pas de différencier une céphalée primaire d'une céphalée secondaire, et il faut prévenir les abus médicamenteux pour éviter la chronicisation d'une céphalée primaire en céphalée secondaire. Merci d'avoir été patient et de m'avoir écouté. Merci.